Je vais vous demander de vous Il écarter. serait le premier président entrepreneur, je trouve que c'est aussi intéressant. Je vais vous demander de vous écarter un tout petit peu pour que Michel Pastoureau vienne nous rejoindre. Michel Pastoureau est historien, vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres dont certains ont fait le tour du monde, que ce soit sur l'histoire des animaux, des symboles ou des couleurs. Vous êtes venu à nombreuses reprises dans cette émission. Aujourd'hui, vous publiez Les couleurs expliquées en images. Vous nous rappelez dans ce livre, et vous allez nous le rappeler ce soir, que les couleurs ne sont pas anodines, elles ont des choses à nous dire, elles ont des significations que nous avons souvent oubliées, mais au fond, qui sont toujours présentes à notre esprit. Oui, elles fonctionnent malgré nous. Certaines viennent de très loin, c'est un héritage de l'histoire. D'autres sont plus courtes. Par exemple, dans les feux tricolores, le rouge, couleur de l'interdiction, ça vient de très très loin, c'est déjà là dans l'Antiquité, dans la Bible. Le vert, couleur de la permission et du laisser-passer, ça n'est acceptable qu'à partir du moment où il est pensé comme le contraire du rouge, c'est-à-dire le début du 19e siècle. Donc c'est plus récent, voilà, un exemple présent dans nos rues. Alors commençons par le bleu, qui est aujourd'hui la couleur préférée des Européens, la couleur préférée des Français. Et pour nous l'expliquer, vous avez choisi cette Vierge d'Antonello de Messine. Pourquoi ? Pourquoi il y a là l'explication du bleu ? La Vierge est le grand agent de promotion de la couleur bleue en Europe. Le bleu est une couleur qui longtemps ne comptait pas. Elle existait, mais elle était discrète. Les Romains, par exemple, jamais ne s'habillaient en bleu. Et pour eux, c'est la couleur des barbares. Et les barbares venus de Germanie ou de Scandinavie, les yeux bleus, quoi. Et du monde celte, oui. Et avoir les yeux bleus à Rome, c'est extrêmement dévalorisant. Pour les femmes, c'est signe de mauvaise vie. Pour les hommes, c'est ridicule. Et ça dure un certain temps. Et puis, au cœur du Moyen-Âge, s'opère ce que j'ai appelé la révolution bleue, c'est-à-dire la promotion de cette couleur qui devient importante à la mode. Et elle a deux agents de promotion, la Vierge qui s'habille en bleu, le ciel devient bleu. Au cœur du Moyen-Âge, le ciel était de toutes les couleurs auparavant, rarement bleu. Et il commence au XIIe, XIIIe siècle, dans les images et dans les textes, à être bleu. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. Et la reine des cieux s'habille en bleu. Et donc, roi et prince commencent à faire de même, s'habiller en bleu. Le couronnement de Philippe Auguste. Voilà, là, le roi de France est un autre agent de promotion de la couleur bleue. Il a, à partir du XIIe siècle, des armoiries à champs bleus. C'est exceptionnel, il est le seul roi d'Occident à avoir de telles armes. Et ça contribue à favoriser la promotion du bleu. Les teinturiers qui, pendant des siècles et des siècles, ne savaient pas faire de beaux bleus, en 3 générations, au XIIIe siècle, fabriquent des bleus magnifiques parce que la société leur demande de faire des bleus magnifiques. Jusqu'à aujourd'hui, le blue jean, la couleur bleue est devenue la couleur, vous dites, qui ne fait pas de vagues. C'est la couleur à laquelle tout le monde adhère. Oui, c'est la couleur préférée de la moitié de la population en Europe. Et ce qui est fascinant, d'ailleurs, c'est que depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, des chiffres, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, les résultats sont toujours les mêmes, malgré toujours le bleu. Les changements de société, les changements de lumière, de matière. Ça n'a aucune incidence sur ces enquêtes d'opinion. Le bleu, très très loin devant toutes les autres, devant le vert, puis le rouge, le noir, le blanc et le jaune. Alors allons-y pour le rouge. Le rouge, c'est le contraire du bleu. Hein. Voilà la couleur. Et ça, dès l'Antiquité. C'est la couleur par excellence, parce que c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, à la fois en peinture et en teinture. Donc c'est la couleur absolue, la couleur archétypale. Et alors là, on voit un tableau de Van Dongen avec une femme de galanterie, disons. Et femme fatale. Femme fatale, le titre du tableau. Le rouge, couleur de l'amour, ça vient de très très loin. C'est déjà là chez les Grecs et chez les Romains. Ça peut être l'amour divin, l'amour christologique. Ça peut être l'affection entre deux époux. Ça peut être aussi le commerce charnel et la fornication. C'est la couleur de la prostitution au Moyen-Âge. En Antiquité, vous dites que c'est la couleur du pouvoir, d'abord. Alors c'est aussi la couleur du pouvoir. C'est la cape de Jules César qui est rouge. Oui. Hein. Mais le rouge a tellement de significations qu'on peut tout dire, et son contraire. Alors, ensuite, vous proposez le petit chaperon rouge. Oui, alors ça, c'est un immense dossier pour l'historien de la couleur rouge. Pourquoi rouge? On n'a pas beaucoup travaillé là-dessus. On peut avancer toutes sortes d'hypothèses. D'abord, l'habitude, pendant des siècles, d'habiller les enfants en rouge pour les repérer. Ensuite, pour ne pas les perdre, vous voulez dire. Pour pas les perdre, oui, c'est ça. Enfin, si tous les enfants sont habillés en rouge. Oui, il y a un très beau vers de Victor Hugo.
Enfants, voici les bleus qui passent, cachez vos rouges tabliers. Mais ça peut être aussi que ce jour-là, pour aller voir sa grand-mère, la petite fille a mis sa plus belle robe. Et dans la vie des campagnes, jusqu'au 19e siècle, une belle robe, c'est toujours une robe rouge. Hein. Les mariés se marient en rouge, Oui. parce que ce jour-là, elles mettent leur plus belle robe. Ça peut être aussi une explication plus psychanalytique, même s'il y a pas mal d'anachronismes. Bruno Bettelheim, dans sa psychanalyse des contes de fées, explique que la petite fille, en fait, est pubère ou prépubère et qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. Donc c'est un rouge un peu érotique, voire sexuel. Ça ne résiste pas à l'analyse historique parce que le rouge n'est la couleur de la puberté, des premiers émois sexuels que tardivement. Auparavant, c'est le vert qui remplit cette rôle. Donc le petit chaperon rouge devrait être un petit chaperon vert. Mais l'explication historique, c'est qu'en fait, plusieurs versions anciennes, très anciennes, nous disent soit que la petite fille est née le jour de la Pentecôte, soit que l'histoire se passe le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, du point de vue des couleurs liturgiques, est vouée au rouge. Partout, on met du rouge ce jour-là. Et puis moi, j'ai une autre explication, c'est-à-dire ne pas prendre le rouge tout seul, mais aussi le blanc du petit pot de beurre et le noir du loup ou de la grand-mère. Et on a une circulation entre les trois couleurs les plus importantes dans les contes et dans les fables, blanc, rouge, noir, comme dans Blanche-Neige, où une jeune fille blanche comme la neige reçoit une pomme empoisonnée rouge, une méchante sorcière qui est vêtue de noir. Ou le corbeau et... Le corbeau et le renard, voilà, un oiseau noir lâche un fromage blanc qu'un animal rouge, le renard en bas, va récupérer. C'est la même structure chromatique. Et alors le rouge des drapeaux rouges, le rouge de mai 68... Alors c'est le rouge politique qui naît tardivement, au fond, sous la Révolution française. C'est la fusillade du Champ de Mars en juillet 1791, qui fait que ce drapeau rouge, qui était un drapeau pacifique sous l'Ancien Régime, qui avertissait d'un danger, il a été sorti. On a invité la foule à se disperser et pourtant la garde nationale a tiré, il y a eu des morts, les martyrs du Champ de Mars, et ce drapeau rouge pacifique est devenu un drapeau insurrectionnel, politique. C'est le drapeau c'est le rouge du sang des opprimés. Du sang des martyrs, et au XIXe siècle, des partis de gauche, voire d'extrême gauche. Il est présent partout dans les affiches de mai 68. Moi qui ai vécu ces événements, j'ai vu le drapeau rouge en mai 68 totalement débordé sur sa gauche par le drapeau noir, oui. Ce qui est un fait chromatique et politique. De l'anarchie. De l'anarchie, des nihilistes. Oui. On viendra au noir, mais d'abord le blanc, évidemment, avec cette photo du Barry Lyndon de Kubrick, avec Marisa Berenson. Voilà, magnifique, et qui a le visage, on est au XVIIIe siècle, couvert de céruse. C'est une pratique de cosmétique qu'on fait depuis très très longtemps. Déjà, les auteurs romains se moquent des matrones romaines qui s'enduisent de blanc. Et un blanc dangereux, hein, c'est un blanc de plomb qui attaque la peau, qui est très corrosif. Mais il faut avoir l'air le plus blanc possible sous l'Ancien Régime pour ne pas être confondu avec un paysan qui, lui, est rougeau, vit au plein air, il a le teint hâlé, donc on se met du blanc. On va même jusqu'à manger des pastilles d'arsenic pour décolorer la peau et qu'apparaisse le sang bleu. C'est le blanc de la pureté, c'est le blanc de la virginité, c'est les mariés qui se marient en blanc. Vous disiez tout à l'heure, au Moyen-Âge, on se mariait en rouge. Oui, à partir du mariage chrétien, on va se marier en blanc. Non, c'est assez tardif, le mariage en blanc. C'est 18e siècle. C'est fin 18e, début 19e siècle. C'est à partir du moment où la jeune mariée doit montrer qu'elle arrive vierge au mariage. Avant, ça va de soi, donc on n'a pas besoin de le montrer. Puis il y a un moment, ça ne va plus de soi. Avant, ça va de soi ou ça n'avait pas d'importance? On ne se posait même pas la question, tellement c'était évident. Ah oui. Même à Rome, même en Grèce Oui, alors il y a les remariages qui sont très nombreux dans l'Antiquité classique. Et puis alors il y a la mère et son bébé dans ses draps blancs. Le lit, voilà, c'est ça. Pendant des siècles et des siècles, en Europe, toutes les étoffes qui touchent le corps doivent être blanches ou presque blanches. Et c'est ce qu'on voit sur ce tableau d'un peintre espagnol, Sorella, oui, c'est ça. Et il y a un moment où on va passer, pour les étoffes qui touchent le corps, les sous-vêtements, les serviettes de toilette, les costumes de bain, les draps, les matelas, etc., du blanc vers la couleur, mais avec deux relais, soit les teintes pastel, des demi-couleurs au fond, soit les rayures, blanc et une couleur. Vous voulez dire que nos arrière-grands-parents n'auraient jamais accepté qu'une autre couleur que le blanc touche leur peau? Ah oui, oui. Que ce soit dans les draps, dans une serviette ou dans des sous-vêtements, il fallait que ce soit blanc? Oui, c'était anti-hygiénique, c'était indécent, immoral, scandaleux.
Et nous faisons des choses que nos arrière-grands-parents n'auraient jamais faites, se coucher dans des draps verts, bleus, noirs. J'ai même vu qu'on vendait des draps noirs. Mettre un slip rouge ou un slip jaune. Ou léopard, c'est extravagant. Et les serviettes de bain de toutes les couleurs aussi, c'est pareil. délirant. Elles sont blanches et puis elles deviennent pastel ou rayées et puis enfin de couleurs saturées. Mais alors, je sors de votre livre un instant, Michel Pastoureau, puisque vous dites qu'aujourd'hui on met des sous-vêtements multicolores. Comment expliquez-vous, depuis quelques années en France, il n'y a plus que des voitures blanches, grises ou noires? Oui, parce que... Avant, il y a des voitures oranges, des voitures vertes, des voitures rouges, il y avait tout. Pour prendre un slogan facile, trop de couleurs tue la couleur. Donc ça crée des mouvements de balancier, à la fois dans les sensibilités et les pratiques de consommation. Donc il y a une tendance à revenir à la couleur, de la même façon que quand la photographie en couleur s'est imposée, un certain nombre de très grands photographes sont revenus au noir et blanc. Et puis maintenant que presque tous les grands photographes pratiquent le noir et blanc, le balancier repart dans l'autre sens. Et là, c'est la même chose pour les vêtements. Là, ce soir, on est presque tous habillés en noir, Voilà. en gris, en blanc, en bleu marine. En bleu marine. Il y a 40 ans, sur ce plateau, il y aurait eu de l'orange, du vert, du rouge. Peut-être pas à ce point-là, mais on aurait eu certainement un plateau plus coloré. Oui, c'est ça. Et dans 30 ans, on aura un plateau de nouveau très coloré. Alors, continuons cette fois avec le noir. Mais là, je vois du vert, moi. Ah, mais oui, vous avez raison, le vert d'abord. Votre couleur préférée en plus, le Voilà, c'est vert. ma couleur Magnifique. préférée depuis que je suis petit garçon. Je ne saurais pas dire pourquoi d'ailleurs. Là, c'est un diable vert, un vitrail déposé de Notre-Dame de Paris. On est à la fin du XVe siècle, il est assez restauré d'ailleurs. Et le diable vert porte la couleur la plus changeante, la plus instable. Le diable qui se déguise, qui trompe tout le monde, il est associé à cette couleur, de même qu'une partie de ses créatures, les dragons, les démons, les serpents. Il y a toute une faune verte qui accompagne le diable, les crapauds, les grenouilles, etc. Et puis c'est la couleur du tapis de jeu. Il y a un très beau tableau d'Edvard Munch. Voilà, la table de jeu. Le vert qui a été tellement difficile à fixer pendant longtemps en peinture et en teinture, passait pour une couleur très instable, donc chimiquement. Donc symboliquement, on l'a associé à tout ce qui était instable, l'enfance, l'amour, la chance, le jeu, le hasard, la fortune, le destin, l'espérance. L'argent aussi, L'argent. le billet vert. Voilà, tout ça c'est vert. Et l'argent est vert bien avant le billet dollar. Oui. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui avec toutes sortes de tabous qui en... Mais alors ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'autrefois, le vert n'était pas du tout associé à la nature. Non, c'est parce que la nature, ça n'est pas la végétation avant l'époque romantique. La nature, ce sont les 4 éléments au fond. L'eau, la terre, l'air et le feu. Donc la nature a 4 couleurs. Une d'entre elles, c'est le vert, parce que c'est la couleur de l'eau. Pour que l'eau devienne bleue, il faut attendre des dates assez récentes. Et ça n'est vraiment qu'à partir du moment où on assimile nature et végétation, c'est tardif, hein, 18e, 19e siècle, que le vert devient la couleur de la nature. Et aujourd'hui, le vert, ce serait la couleur de la lutte contre les déchets. On confie au vert la mission de sauver la planète. C'est un peu lourd pour la couleur verte, mais bon, c'est comme ça. C'est presque la confiscation d'une couleur par une idéologie. Hein. C'était pareil pour le rouge il y a quelques décennies. On ne pouvait pas dire « j'aime le rouge » sans tout de suite être taxé de communiste, extrême gauche, etc. Alors que c'est plus compliqué que ça quand même. Alors le jaune? Alors le jaune, c'est une couleur mal aimée en Occident, ou plutôt son histoire, c'est celle d'un déclin. Les Grecs et les Romains aiment beaucoup le jaune, et puis au fil du temps, ça devient la couleur majoritairement du mensonge, de la fausseté, de la tricherie, de la tromperie, comme si l'or avait pris sur lui tous les bons aspects du jaune, et puis pour le jaune, stricto sensu, il ne reste plus que les mauvais aspects de la couleur. C'est ce qu'on voit avec ce magnifique tableau de la Tour, le tricheur à l'as de carreau, il est vêtu de jaune, le tricheur. C'est banal hein, dans l'iconographie médiévale et moderne. C'est banal parce que systématiquement... C'est courant, c'est courant. Toujours, c'est oui, courant. c'est ça. Parce qu'on Les voit tricheurs, les menteurs, les faussaires, les faux monnayeurs ont peint leur maison en jaune, parmi d'autres punitions. C'est aussi la couleur de la maladie, on le voit avec le Voilà, tableau, la morphine. La maladie qui est une tromperie. Avant d'arriver au gris, au brun et au noir, il y a différents stades. Il y a le verdâtre, le jaunâtre, le moutarde, et puis on arrive vers le gris-jaune. Mais au fond, il y a toujours quelque chose d'infamant dans la couleur jaune. Et ce serait ça qui expliquerait pourquoi on a mis une étoile jaune. Oui, ça remonte très haut.
au cœur du Moyen-Âge, Judas devient un personnage fréquemment habillé de jaune, portant des cheveux roux pour souligner sa trahison, sa fausseté, et par extension, la synagogue et les populations juives dans telle ou telle région doivent porter un signe distinctif. Alors il est assez varié ce signe, il a des couleurs variées, et puis au fil du temps, le jaune finit par éliminer les autres couleurs. Et donc on a déjà des étoiles jaunes ou des rouelles jaunes à la fin du Moyen-Âge, dans la vallée du Rhin, en Angleterre, dans une bonne partie du monde germanique même. Alors comment on passe de l'étoile jaune, qui se veut un signe d'infamie, au maillot jaune? Alors le maillot jaune, c'est une grande revalorisation de la couleur jaune. Ça n'a pas réussi complètement. Là, on voit l'affiche du Tour 49, gagnée par Coppi devant Bartali. Moi, j'ai toujours préféré Bartali à Coppi. Mais c'est il y a 30 ans, à cette époque, que le maillot est jaune. Ça date de 1919. Et c'est une opération publicitaire, parce que le journal qui organise le Tour de France, l'Auto, qui est l'ancêtre de l'équipe, était imprimé sur un affreux papier jaune et a eu l'idée de donner, pendant le Tour, pas dès le départ, pendant le Tour 1919, un maillot jaune au premier du classement général. Et le premier qui l'ait porté s'appelait Eugène Christophe, mais il n'est pas arrivé premier à l'arrivée en 1919. Alors passons au noir. Le noir, voilà, aujourd'hui c'est la couleur du luxe, de l'élégance. On reconnaît évidemment Catherine Deneuve et Yves Saint Laurent avec le fameux smoking de Saint Laurent. Voilà, on est à la fin des années 70, début 80, je ne sais pas très bien. Le noir du luxe, ça vient de loin. Ça vient de la fin du Moyen-Âge, où dans les cours, le noir devient à la mode. La cour de Bourgogne lance la mode, la cour d'Espagne prend le relais à l'époque moderne, puis toutes les cours d'Europe se mettent à la mode du noir. Et il faut attendre le règne de Louis XIV pour que ça change avec la prépondérance française. Mais il nous en reste quand même beaucoup. Le smoking, la petite robe noire, les emballages de parfums luxueux, le caviar. Les vers de ce soir ou jamais. Les vers de ce soir ou jamais. Alors remontons dans le passé avec ce tableau de Ferdinand Hodler qui montre Calvin. Alors c'est un autre noir. Là. Voilà, alors c'est quoi ce noir-là? C'est le noir de l'humilité, de l'humilité, de la tempérance. C'est le noir protestant. Les grands réformateurs protestants moralisent beaucoup les couleurs et distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Et pour un bon chrétien, pour un bon citoyen, même à Genève, qu'on voit Calvin ici au centre, les bonnes couleurs, ce sont le noir, le gris, le brun, le blanc et le bleu, qui a la chance d'être dans le bon groupe. Et les couleurs abominables, dont il faut absolument se dispenser, sont le rouge, couleur papiste, le jaune et le vert, qui sont trop voyantes. Et ça n'a l'air de rien, mais ça laisse des traces dans la très longue durée, parce qu'une partie de la contre-réforme catholique reprend les valeurs protestantes, sur le plan vestimentaire en tout cas. Et aujourd'hui encore, dans la population, il y a toute une partie de personnes qui pensent qu'il ne faut pas se faire remarquer par le vêtement. C'est indécent, c'est immoral. Au paradis terrestre, Adam et Ève étaient nus. Ils ont péché et en signe de faute, on leur a remis, en les expulsant du paradis, un vêtement. Donc le vêtement est signe de péché. Et se vouloir différent des autres par le vêtement, se mettre en valeur par le vêtement, pour toute une partie de la population européenne, ça a quelque chose d'infâme. Et moi, j'avais un oncle protestant, calviniste, austère, il était toujours habillé en gris, en bleu marine et en noir. Mais alors c'est marrant parce qu'au même moment où Calvin s'habillait en noir, signe d'humilité, il y avait les grands seigneurs italiens peints par Véronèse s'habillent en noir aussi. Voilà, il y a deux noirs au XVIe siècle, celui de Charles Quint, de Philippe II, des grands seigneurs espagnols ou italiens comme ici. C'est un noir de luxe, c'est celui qu'on voit chez Yves Saint Laurent sur la diapo précédente. Et c'est drôle, il y a souvent ça dans les couleurs, peut-être à part le jaune, oui. Il y a cette ambivalence. Ah, toujours, toutes les couleurs sont ambivalentes, elles ont des bons et des mauvais aspects. Hors contexte, on ne peut rien dire, il faut les remettre dans le contexte. Et donc, il y a les bons et les mauvais noirs, donc il y a le noir de luxe, il y a le noir de l'humilité, de la tempérance, il y a le noir de l'autorité. Je suis de ceux qui pensent que sur les terrains de sport, les arbitres ont perdu toute leur autorité en quittant le noir pour des tenues bariolées. C'est absolument indéniable. Et le noir du deuil aussi. Et alors, il y a le noir du deuil qui met assez longtemps à devenir une pratique générale. Il faut vraiment attendre le 19e siècle pour que l'ensemble des classes sociales se mettent à porter le deuil. Comment expliquez-vous que Henry Ford ait voulu que toutes les Ford-T soient noires? Parce que les premières Ford sont toutes noires. C'est un protestant et un grand puritain. Et à son époque, aussi bien aux États-Unis que sur le sol de la vieille Europe, tous les capitaux
de ces firmes qui produisent des produits de consommation de masse sont aux mains de protestants qui répandent des valeurs protestantes. Et pour Henry Ford, qui est un personnage très ambigu, vendre des voitures autres que noires, c'est indécent, immoral. Hein. C'est la même chose pour le cinéma. Le cinéma en couleur était prêt extrêmement tôt. Pas celui qui consiste à peindre la pellicule, mais celui que nous connaissons. Mais pour des raisons morales, on l'a diffusé assez tardivement, parce que des images animées, c'était déjà indécent, mais alors animées et en couleur, c'est obscène, franchement obscène. Alors parlons de ce que vous appelez les demi-couleurs, comme le violet par exemple. Oui, alors. Pas une vraie couleur, mais voilà un évêque, évidemment. l'évêque de La Rochelle, par Bougreau. Bougreau, c'est insensé. Pendant longtemps, les évêques étaient habillés en vert. Et puis au XIXe siècle, ils passent du vert au violet, qui est pensé comme, au fond, un demi-noir dans la hiérarchie catholique. On va du clair au foncé. Le pape est en blanc, les cardinaux en rouge, les évêques en violet, et puis les simples curés en noir. Il y a une espèce de dégradation comme ça, qui s'assombrit. Et l'orange? Alors l'orange, c'est une couleur qu'on a délaissée. Enfin, en Grèce et à Rome, il est présent. Puis après, il se fait plus discret parce qu'il pourrait tirer trop vers le jaune. Et alors là, ça fait le roux. Et il y a une espèce d'ostracisme sur la couleur rousse pendant très longtemps dans les sociétés européennes. Puis il se revalorise progressivement à la fin du Moyen-Âge, au XVIIIe siècle. Et puis là, on est à la fin du XIXe siècle. Je crois que c'est un tableau dû à un peintre italien ami de Degas et de Manet. De Nitis. Oui, c'est ça, oui. Et alors, c'est pas encore les fauves, mais presque, hein, c'est une couleur qui se voit. Hein. Alors finissons par le rose. Alors, par le rose... Un tableau de Dufy. Voilà. La vie en rose, d'ailleurs, ça s'appelle. Donc, le rose, qui pendant longtemps n'a pas de statut. Les roses, les fleurs ne sont jamais roses, hein, elles sont ou blanches ou rouges. Et puis, quand on commence à aimer les teintes que nous appelons roses, il n'y a pas de mot pour les désigner. Alors, soit c'est un jaune d'un type particulier, et pendant longtemps, le rose a été rangé dans la catégorie des jaunes, soit c'est la couleur de la peau, on dit incarnat, et le mot rose en français ne s'impose vraiment qu'au XVIIIe siècle pour qualifier cette nuance particulière, pour nous du rouge, mais pour les sociétés anciennes du jaune. Et le rose, c'est quelque chose d'agréable et en même temps... c'est mal aimé. Dans les enquêtes d'opinion, si on prend les enquêtes sur les couleurs détestées, la triade de queue, c'est toujours la même depuis la fin du XIXe siècle. Le brun en queue. Le brun, c'est le marron. Hein. C'est le marron, oui. Ouais. Quand il est pris en mauvaise part, il devient marron. Et d'ailleurs, on voit Saint François d'Assise. Presque ex aequo, le violet, rejeté par une grande partie de la population, et le rose. Rose, violet, brun, c'est la queue du peloton. Une réaction, Jacques Ransard? Moi, j'aime surtout le violet et le brun. Enfin, bon, Ben voilà là. vous êtes totalement... Je partageais la même inquiétude, c'est que j'aime les couleurs minoritaires. Oui. Vous êtes des provocateurs. Benoît Forgeard? Bah oui, je milite aussi pour la réhabilitation du marron. Vraiment la couleur détestée. Hein, non, le rose, moi, il se trouve que ce soit rouge jamais, très souvent dans des couleurs roses. Françoise Coste? Aux États-Unis, la symbolique du rouge est politique. Elle est inversée parce que dans les cartes électorales, les États qui votent pour le Parti démocrate, ils sont bleus. Et ceux qui votent pour le Parti républicain, à droite, ils sont rouges. Au Canada aussi. Donc nos systèmes chromatiques politiques ne valent pas pour toute la planète. Hein. Bien sûr. La couleur, c'est toujours culturel, et même étroitement culturel. On ne peut pas généraliser. Christophe De Vogt? Ben, c'est un peu comme pour Donald Trump. Tout est une question de perception, visiblement. Puisque pour les uns, telle couleur est l'abomination, la désolation, et pour les autres, l'espoir d'une vie nouvelle. Mais c'est un bon signe de la dimension, je trouve votre approche passionnante. D'ailleurs, elle remonte un peu à l'école des annales. Hein. Oui, bien sûr, oui. Et la symbolique chez Huizinga, par exemple, des couleurs, cette idée que finalement, la symbolique est fondamentale et elle est aussi fondamentalement ambivalente. Oui, et elle n'a rien d'ésotérique, hein. Elle fait partie de notre vie quotidienne. Et c'est cette symbolique-là qui m'intéresse. voilà, et en fait, on le sait tous, même si on l'a oublié. Oui, on l'oublie quand on visite un musée, quand on regarde le spectacle de la rue, quand on s'habille. Evelyne Josselin? Passionnant. J'aime toutes les couleurs, mais présentées sous l'angle historique, c'est vraiment passionnant. Et évidemment, c'est encore, ça fourmille de détails dans le livre qui est beaucoup plus épais que tout ce que l'on a pu dire. Je vous remercie tous les 7 d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Yanis.
On se retrouvera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Yanis est français. D'ailleurs, le disque qu'il va sortir le 12 février s'intitule L'or bleu. Et il nous interprète The Run. Yanis, c'est à vous. It's okay. It's okay. It's okay. The sky falls around me. Only one more step and I'm free. Tell me it's gonna be okay. The sky falls around us like somewhat is over. Tell me it's gonna be okay. The last of us. So darling, if you are so brave, why did you run away, run away, run away, run away? If you are so brave, why did you run away, run away, run away, run away? Oh, 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 insane. Slow down the tempo, take me for a ride. We've got nothing to hold. You're gone till the next game. Time flows around us. So darling, if you are so brave, why did you run away, run away, run away, run away? If you are so brave, why did you run away?